Bonjour à tous, bienvenue au webinaire du mois de la sensibilisation à la sécurité, cybersécurité. On va commencer dans un instant. Vous êtes nombreux ce matin, on a déjà 120. Ça monte, on attend plus de 750 participants. Donc, je vais laisser les gens arriver, puis on va commencer dans une minute. Donc, pour ceux qui viennent de se joindre, bonjour, bienvenue au webinaire du mois de la sensibilisation à la cybersécurité. On est présentement 250 participants. On attend environ 750 personnes. On va attendre encore quelques instants. On devrait commencer d'ici une minute ou deux maximum. Excellent. Donc, sans plus tarder, on va débuter. Premièrement, je tiens à vous remercier pour votre participation aujourd'hui. Joyeuse Halloween. Bienvenue au webinaire portant sur la cybersécurité. Je me présente, Guillaume Caron, président directeur général de VARS, qui est la filiale de cybersécurité de Raymond Chabot. Donc, évidemment, on clôture aujourd'hui un mois populaire dans notre industrie, hein, évidemment, c'est le mois de la sensibilisation. En fait, en 2003, le département de la sécurité intérieure des États-Unis, avec la collaboration du National Cybersecurity Alliance, a décrété le mois d'octobre comme le mois de la cybersécurité. L'objectif, accroître évidemment la sensibilisation, dont celle des PME, des grandes entreprises, de toute personne œuvrant dans le milieu afin de les sensibiliser à mettre en place des mesures de cybersécurité efficaces. Depuis 2003, on est tous très conscients que la situation a beaucoup évolué. On va parler aujourd'hui, en premier lieu, donc, de la cybersécurité, de la situation actuelle. On le sait qu'on est dans une période assez chaude. En fait, on est présentement dans une phase où est-ce que les entreprises, évidemment, essaient d'automatiser le plus possible leur processus. On est en transformation numérique. Donc, en quelques points, là, on va dresser un peu le portrait. Là, on est en transformation numérique. On veut de plus en plus automatiser nos systèmes. On se connecte, on utilise l'Internet des objets, l'intelligence artificielle. Donc, notre surface d'attaque présentement grandit de plus en plus depuis les dernières années, sans compter évidemment que le télétravail est rendu, en fait partie du quotidien. 50 présentement des organisations canadiennes sont en mode travail hybride et 15 des organisations travaillent complètement à distance. Donc, évidemment, lorsque la COVID est arrivée, ce qui a vraiment poussé cette transformation-là, les organisations ont dû assouplir leurs mesures ou leur contrôle de sécurité pour permettre la continuité des affaires. Depuis, j'espère, en fait, beaucoup d'organisations ont repris le contrôle, mais ça crée quand même, évidemment, un élargissement de la surface d'attaque. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que présentement, on a un manque de visibilité sur l'extérieur de notre périmètre. Donc, c'est facile de mettre des contrôles en place, de voir ce qui se passe sur notre réseau, de surveiller nos employés lorsqu'ils sont au bureau. Par contre, lorsqu'ils sont à la maison, et on n'espère pas sur des postes personnels, évidemment, mais ça peut être le cas, on a moins de visibilité. Donc, très important, évidemment, de contrôler cet aspect-là.
On a aussi présentement beaucoup de chaînes, beaucoup d'attaques au niveau de la chaîne d'approvisionnement. On a vu des vulnérabilités dans des systèmes critiques, des applications qui sont utilisées par des milliers, voire des millions d'entreprises. On va en reparler également un peu plus tard. On a un manque, évidemment, d'éducation de façon générale. Ceux qui sont dans l'industrie, bon, vous êtes plus sensibilisés. On est à l'ère où ce que les conseils d'administration, la haute direction, les dirigeants d'entreprise doivent également être très sensibles, éduqués et s'éduquer davantage là, sur la sécurité. En plus de tout ça, eh bien, on a des nouvelles lois, des nouvelles normes au Québec, notamment la loi 25, qui pousse les organisations à mettre un programme de gouvernance des données en place, donc à implanter des contrôles de sécurité également pour protéger les données des citoyens québécois, loi qui a été adoptée le 22 septembre 2021 et qui d'ailleurs est rentrée en pleine vigueur le 22 septembre 2023. Donc, ce sont tous des changements. On est dans une situation où est-ce qu'en fait, il y a énormément de choses à faire pour les entrepreneurs, pour les dirigeants d'organisations. Et tout ça fait en sorte qu'on le voit. Puis je pense que vous voyez tous là, dans l'actualité à tous les jours. Donc, on a présentement, et on va faire un peu le tour, là, si on veut, là, des statistiques en termes de hausse de menaces. On va parler premièrement du portrait mondial. On a une augmentation des attaques par rançongiciel de plus de 350 par année. Je pense que tout le monde, en fait, tout le monde peut-être est familier avec des attaques de rançon, mais on va en reparler également un petit peu plus tard dans la présentation. On a les coûts, évidemment, de cybersécurité qui sont astronomiques. Là. Les dommages causés par la cybercriminalité dans le monde devraient atteindre 10,5 trillions de dollars d'ici 2025. Je regarde mon agenda. On est le 31 octobre 2023, donc on parle ici de ça dans à peine un an et quelques mois, donc c'est très, très près. 42 milliards de dollars de pertes estimées en 2024 par les rançongiciels et on estime qu'en 2031, on risque d'avoir des pertes là, de 265 milliards de dollars. Donc, c'est des chiffres qui font peur, c'est des chiffres qui sont très grands. On va voir aujourd'hui quel contrôle on pourra mettre en place. Les dépenses, cependant, en protection sont également à la hausse. C'est probablement ma statistique préférée dans cette page-là, c'est que en moyenne, là, les dépenses mondiales en matière de cybersécurité augmentent et vont dépasser le 1,75 milliard de dollars en 2021 et 2025, pourcentage extrêmement bas par rapport aux pertes qu'on voit présentement dans l'industrie. Donc, si on regarde plus précisément au Canada, selon un rapport de CIRA de 2022. Donc, si on regarde l'année 2022, étant donné que l'année 2023 n'est pas terminée, 44 des organisations canadiennes sondées dans cette étude-là ont subi au moins une cyberattaque. Mais sur 500 organisations canadiennes, c'est 22 c'est 110 attaques de rançongiciel qui ont réussi, pour lesquelles 80 ont payé la rançon. Donc, sur les 110 organisations ciblées, 80 ont payé la rançon. Et de ces rançons-là, 51 étaient plus élevées que 25 000 évidemment. Puis on va en reparler des coûts parce que souvent, on néglige un peu cet aspect-là. Là. Il y a énormément de coûts additionnels au coût de la rançon. 61 des organisations confirment que les contrôles et les outils de cybersécurité sont demandés lors de la conclusion de contrats avec des fournisseurs. Ben c'est effectivement le cas. On est dans un ère où, en tant qu'entreprise, surtout en tant que PME, si vous voulez commencer à exporter vos produits à l'international, si vous voulez faire affaire avec des grandes banques, avec des gouvernements, bref, vous allez devoir montrer que vous avez une posture de sécurité. Donc, le risque de tierce partie présentement est c'est une des plus grandes menaces. Là. Vous êtes, dans le fond, en tant que petite organisation, une des portes d'entrée principales pour les grandes entreprises. Donc, ne soyez pas surpris si vos assureurs ou même vos clients vous demandent de remplir des formulaires et s'assurent que vous ayez une posture de sécurité.
Donc, 2 tiers des organisations également stockent des informations personnelles de clients, d'employés, de fournisseurs, de partenaires. On le sait, l'information, c'est la clé. Et vous allez évidemment là qu'on voit l'impact de ça sur les attaques qui sont en cours présentement, énormément de vols de données, énormément de données déjà volées disponibles également au niveau du dark web, au niveau de différents canaux. On va y revenir également pendant la présentation. Donc, 51% des organisations utilisent des services d'intégration d'une partie tierce. On revient encore aux chaînes d'approvisionnement, on revient au risque de tierce partie, mais c'est quelque chose également qu'on va parler aujourd'hui. Et la dernière statistique sur cette page-là, 58% des organisations présentement au Canada n'ont pas assez de ressources en TI pour offrir des formations, de la sensibilisation à leurs employés, et même pour pouvoir gérer de façon adéquate le risque de cybersécurité pour l'entreprise. Donc, on ajoute à ça en ce moment aussi, il ne faut pas, sans rentrer dans tous les détails, on a des conflits géopolitiques, on a la guerre entre l'Ukraine et la Russie, on a vu des tensions entre l'Inde et le Canada, on a vu des sites, là, notamment le 13 septembre, attaque subventionnée par un groupe pro-russe, No Name 057, qui a été apporté sur des sites gouvernementaux canadiens, là, notamment du Trésor, l'Autorité des marchés financiers. Plusieurs sites ont été victimes d'une attaque par déni de services. Donc, on a vu également d'autres cas similaires au niveau de sites des forces armées canadiennes. Donc, ce sont des attaques par déni de service. C'est évident que quand on traverse des périodes de conflits géopolitiques, présentement, il y a également, bon, on voit ce qui se passe en Israël, en Palestine. Évidemment qu'une des façons la guerre aujourd'hui se passe également à travers les cyberattaques, dont souvent, c'est des gouvernements étrangers vont subventionner des attaquants pour attaquer nos infrastructures critiques, nos services essentiels. Donc, les organisations publiques doivent être vigilantes présentement. Les organisations tout le monde, en fait, peut être touché par ces types d'attaques-là. On a cependant de très belles solutions pour pouvoir protéger nos sites, nos portails. Je pense à une entreprise québécoise nommée Cyberwall au Québec. Je vous recommande d'aller voir, mais il y en a plusieurs. Ça en est une. On a beaucoup d'expertise ici, même chez nous. Donc, à regarder. Présentement, et puis là, je vais quand même aller vite parce qu'on a beaucoup de contenu aujourd'hui et je veux m'assurer qu'on puisse passer à travers. Si on regarde le top 10 des menaces actuelles en cybersécurité en 2023, donc les voici. La première qui me fait toujours sourire, l'ingénierie sociale. Donc, c'est facile avec des scénarios, avec de la manipulation. Tu sais, on touche ici au côté humain. Hein? On a beau mettre toute la sécurité qu'on veut, si on est capable de manipuler un individu pour qu'il nous donne des accès, qu'il nous donne ses identifiants ou ses mots de passe, bien évidemment que les contrôles de sécurité qu'on met en place deviennent beaucoup moins efficaces. Donc, on retrouve l'ingénierie sociale partout dans le monde de la cybersécurité, dans les attaques d'hameçonnage, dans les scénarios, que ce soit par téléphone, on va y toucher. On a l'exposition par les tierces parties qui est en deuxième position pour 2023. Donc, vous faites affaire, évidemment, de plus en plus avec des entreprises tiers. On achète des produits, on intègre nos systèmes, on se connecte à différentes technologies. Bien, c'est important de comprendre que on peut protéger notre entreprise, on peut protéger notre périmètre lorsqu'on échange de l'information avec une autre entreprise, lorsqu'on se connecte avec un autre produit. On donne un peu le contrôle à ces organisations-là et c'est important en tant qu'organisation d'avoir un programme de gestion de risque de tierce partie. Donc, techniquement, vous devriez être en mesure d'évaluer ce risque-là. Vous devriez peut-être leur faire remplir des questionnaires, être capable d'attribuer une cote de risque. Et pour tout
les entreprises avec lesquelles vous faites affaire. De l'entretien ménager jusqu'à des partenaires clés, on ne devrait négliger personne au niveau de, mais puis également réviser vos contrats légaux, etc. Mais c'est vraiment d'avoir un processus formel à l'intérieur de l'organisation de gestion de risque des tierces parties est essentiel aujourd'hui en 2023 pour votre sécurité. En troisième position, ben, on a les erreurs de configuration. C'est important. Souvent, on va déployer des outils, déployer des systèmes, installer des pare-feux. On le voit beaucoup en ce moment. Je pense que c'est une menace qui revient même souvent au niveau de l'info nuagique. On s'en va vers l'info nuagique de plus en plus. Ben, d'avoir un processus de revue de vos configurations, de faire des tests de façon annuelle ou lorsqu'il y a des changements, des implantations, devient très important. Souvent, on va mettre en place des systèmes, puis on va oublier de revoir et de s'assurer qu'il n'y a pas des erreurs de configuration, que c'est mal paramétré. Donc, d'avoir une vigie à ce niveau-là est extrêmement important. En quatrième position, on a le manque de sensibilisation aux employés et à la direction. Toute organisation devrait avoir un programme de sensibilisation. On a de très belles solutions au Québec. Je pense à des Terra Nova, des programmes qui peuvent être même gérés par des partenaires. Renseignez-vous, mais essentiellement, vous devriez avoir une politique claire dans l'organisation qui va déterminer une fréquence, c'est qui la cible, combien de fois on va former nos employés, est-ce que c'est une formation trimestrielle, mensuelle? En fait, on vous recommande fortement mensuel. La sensibilisation, elle est clé. C'est un sujet qui est plate, par contre, pour les employés, souvent. Donc, on va se dire la vérité, c'est pas le sujet le plus fun. Par contre, les gens deviennent de plus en plus conscients et ont la chance d'apprendre à travers ces programmes-là. Ils ont la chance de ramener de l'information à la maison, de pouvoir également mettre des contrôles en place à la maison pour protéger leur info personnelle, leur famille. Donc, c'est important quand on fait un programme de sensibilisation que ça soit dynamique, interactif, potentiellement sous forme de cours en ligne, de façon mensuelle, avec des simulations d'hameçonnage mensuelles, et puis qu'on ait une stratégie autour de ça. Donc, une politique claire. La sensibilisation doit être mandatoire. Vous ne devriez pas donner d'accès à un employé qui n'a pas fait ses cours de sensibilisation et même les ressources humaines devraient être impliquées pour les nouveaux employés, etc. Donc, de faire son cours de sécurité devrait être obligatoire dans toutes les organisations, peu importe leur mission. Et par la suite, il y a également des contenus peut-être plus spécialisés. On peut faire des séances de formation, etc., ou adapter le contenu, mais à la haute direction. Et la haute direction devrait également faire le même cours de sensibilisation que tous les employés font. Ici, on parle de gestion du changement et la gestion du changement, ça commence par le haut. Donc, assurez-vous d'avoir en place une stratégie. Là, c'est le mois de la sensibilisation qui se termine aujourd'hui. Je mets un peu plus d'emphase sur lui parce que selon moi, c'est la plus grande menace dans notre industrie. C'est la raison pour laquelle certaines organisations avancent pas dans leur transformation. C'est certainement par rapport à un manque de sensibilisation des actionnaires, des conseils, de la haute direction. Donc, ça doit absolument être faire partie de votre stratégie. On a également la vulnérabilité des systèmes infonuagiques. On va en parler, mais on est en transformation numérique. Souvent, les organisations ont une perception que le cloud est plus sécuritaire. Ce n'est pas plus sécuritaire. Si vous transférez vos actifs informationnels les plus précieux, vos applications, vous les hébergez dans le cloud, vos données, vous les hébergez dans le cloud, dites-vous que le cloud, c'est simplement des ordinateurs. Je vais le vulgariser, là, mais c'est des ordinateurs qui sont ailleurs que dans votre organisation. Vous devez appliquer les mêmes contrôles de sécurité, vous devez gérer les accès, s'assurer qu'il n'y a pas de vulnérabilité, savoir qui accède à ces données-là en tout temps. On va revenir là, sur les principales menaces d'ailleurs au cours de la présentation par rapport au système infonuagique. On a en sixième position, qui l'aurait cru, mais sixième position, les rançongiciels. Pourtant, quand on entend parler de menaces ou d'attaques dans les journaux, c'est toujours des rançongiciels. On y va maintenant avec la triple extorsion. Hein, donc, les organisations vont
prendre le contrôle de votre organisation, encrypter vos données et vous blackmailer, je m'excuse pour l'anglicisme, là, mais de façon à à vous redonner vos données. Il faut revenir un peu dans le temps parce que souvent, on se fait poser la question, est-ce que je suis une cible? Présentement, il y a 1,4 million d'attaques de rançon par jour dans le monde. On estime en Amérique du Nord qu'il y en a environ 15 000 par jour. C'est énorme, OK? Ce ne sont pas les grandes entreprises qui sont les plus ciblées. Hein? Si on revient à l'exposition par des tierces parties, encore une fois, si on veut s'en prendre à une grande organisation, on peut certainement s'en prendre à un partenaire, à un fournisseur, à un contracteur. Et ça, c'est le noyau, c'est la PME, surtout si je prends le Québec, là, on est une province de PME. Donc, le rançon logiciel vient en 6e position cependant. Faut comprendre que si on revient en arrière, les hackers, pour monétiser leur travail, se devaient de voler des données. Là. Si on revient plusieurs années en arrière, le but ultime, c'était de voler des données, de vendre ces données-là, hein, des données personnelles, des données de carte de crédit, des données des données médicales, de la propriété intellectuelle. C'était le but ultime pour un attaquant pour pouvoir monétiser son travail, c'était de voler des données. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de voler des données pour monétiser notre travail en tant qu'attaquant. On a simplement besoin d'arrêter les opérations d'une organisation. Donc, tout d'un coup, avec l'avenue de la crypto-monnaie, avec le Bitcoin, etc., on n'a pas besoin de voler des données. On a simplement besoin de prendre une organisation, d'arrêter ses opérations. Et juste le coût d'arrêt des opérations, l'impact au niveau de la réputation de l'organisation est suffisant généralement pour pouvoir faire payer les rançons. Donc, si vous êtes une entreprise dans le domaine manufacturier, si vous êtes une organisation dans le domaine de la construction, dans le transport, dans le commerce de détail, etc., avant, vous étiez peut-être moins ciblé. Aujourd'hui, vous faites partie des organisations qu'on cible le plus parce que la culture dans vos organisations était peut-être plus axée sur la santé, la sécurité au travail, moins sur la sécurité de l'information, ce qui fait que souvent, on va voir un retard dans ces industries-là par rapport à la sécurité. Pourtant, si on prend le domaine manufacturier, vous êtes en pleine transformation numérique, on veut accélérer nos chaînes de production, on automatise, on intègre l'Internet des objets, etc. Donc, on étend encore une fois notre surface d'attaque. Faites attention, le rançon logiciel, c'est extrêmement facile à prévenir. Ça prend des bonnes solutions de détection, ça prend des gens qui sont là pour regarder vos environnements et être capable d'interagir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on va le voir plus tard, mais ça ne devrait plus, personne ne devrait être victime d'une attaque de rançon complète, là, encryptée bout à bout aujourd'hui en 2023. On a également en 7e position tout ce qui est vulnérabilité de téléphone intelligent. La culture, hein, on le sait, là, la culture veut que souvent on pense qu'un iPhone, c'est sécuritaire ou qu'un téléphone intelligent, c'est sécuritaire. Pourtant, on a vu énormément de failles 0 jour dans Apple, dans tous les fournisseurs. Là, je ne vais pas nommer de nom en particulier. Malheureusement, on n'a pas énormément de contrôle. Et puis, avec les politiques de Bring Your Own Device, le fameux BYOD, on laisse nos employés souvent utiliser leur téléphone personnel pour accéder à de l'information corporative, pour accéder à leur courriel, aux outils de collaboration, au SharePoint, etc., etc. C'est impératif en 2023 d'avoir une vue sur ces téléphones-là, pas une vue sur le côté personnel de l'appareil, mais de s'assurer que l'aspect travail est bien encadré, d'être capable de déployer une technologie, notamment pour gérer les mises à jour, hein, qui est un des principaux risques, c'est les utilisateurs qui ne mettent pas à jour leur appareil. Je peux vous dire des statistiques aussi intéressantes. On enlève à tous les jours plus de 30 000 applications malicieuses de Apple Store, de Android, etc., là, donc des centres, là, des marchés d'applications de téléphone intelligent. Tous les jours, il y a plus de 30 000 applications qui sont enlevées. Ce sont des applications malicieuses. Comme on dit, quand c'est gratuit,
c'est vous le produit. Donc, n'installez pas n'importe quelle application non plus. Assurez-vous que ces applications-là ne cèdent pas automatiquement là, souvent, quand on installe une application, les termes, les conditions et les termes que vous acceptez font en sorte que vous partagez carrément l'intégrité de vos données, l'intégralité de vos données, là, photos, messages textes, courriels, accès au micro, accès aux caméras. Donc, prenez le temps là, de regarder vos téléphones puis de vous dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de toutes ces applications-là? Installez-vous aussi un antivirus. Puis en tant qu'entreprise, vous devriez avoir ce qu'on appelle dans notre jargon un MDM, le Mobile Device Management Platform, avec une couche de sécurité, puis d'être capable de voir quel appareil est vulnérable, etc. On a évidemment en 8e position l'Internet des objets. Écoutez, il y a des lois qui sont apparues en Californie, notamment par rapport à tout ce qui est IoT. Juste prenez en considération que ce que vous achetez comme équipement, ça ne veut pas dire que c'est sécuritaire. Aujourd'hui, malheureusement, nos toasters, nos frigidaires, nos poêles, nos laveuses, nos sécheuses se connectent à l'Internet. Tout se connecte à l'Internet. Est-ce qu'on en a besoin? Pas nécessairement. Dans un contexte d'entreprise, cependant, ben, ça fait partie de l'automatisation, ça fait partie des technologies qu'on va utiliser pour croître, pour générer du revenu, pour développer des nouvelles solutions qu'on va commercialiser. Lorsque vous intégrez du IoT dans vos produits, assurez-vous de ne pas devenir un risque et de ne pas créer un risque au niveau de la chaîne d'approvisionnement pour vos clients. Faites vos due diligence, demandez à avoir de l'information sur la sécurité des équipements que vous achetez et vous devriez évidemment faire des tests d'intrusion sur vos réseaux, vos systèmes, incluant tout ce qui est Internet of Things. Donc, on le néglige souvent, mais je pense que c'est plus une option. Là. Souvent, en fait, malheureusement, tout ce qui est IoT n'est pas fabriqué avec le Security by Design. Souvent, les organisations qui vous fournissent ces devices-là, ils n'ont pas nécessairement la sécurité en tête. C'est votre rôle en tant qu'organisation de vous assurer que si vous l'implantez dans vos produits, dans vos solutions, dans votre organisation, de s'assurer que ce soit bien fait. Mauvaise gestion des données. Ben, ça peut pas être plus d'actualité, là, surtout avec le cloud, surtout avec les lois, les normes en matière de protection des renseignements personnels. On collecte tellement de données qu'on n'a pas de besoin. Peut-être juste un point rapidement. On a le principe de least collection en anglais qu'on dit donc minimiser la collection de données. Déjà en partant, c'est important. Aujourd'hui, les organisations collectent beaucoup trop de données, des données pour lesquelles des données qui n'ont pas nécessairement de besoin. Ça fait premièrement que vous avez une mauvaise gouvernance des données. Avoir une bonne gouvernance des données va vous permettre d'identifier quelles sont les bonnes données, de détruire les données qui ne sont pas utiles et qui créent un risque, mais aussi de maximiser le retour sur investissement de vos stratégies que vous allez mettre en place qui entourent les bonnes données. Donc, assurez-vous d'avoir de la gouvernance, un programme de gouvernance, c'est de mettre des contrôles en place au niveau de la gestion des données. Et ça passe également par la sensibilisation et l'éducation aux employés. Finalement, 10e menace actuelle, mauvais plan de réponse aux incidents. Écoutez, les plans de réponse aux incidents sont extrêmement importants. Toutes les organisations devraient en avoir un. Dans ce plan-là, vous devriez avoir déjà en partant, pour avoir un plan de réponse aux incidents, vous devez identifier quels sont vos actifs critiques, quels sont les systèmes qui sont critiques à la mission de l'organisation, quelles sont les applications qui sont critiques à la mission de votre organisation, c'est quoi qu'on cherche à protéger, qu'est-ce qui si demain là, se fait attaquer, ça va être quoi les impacts, combien de temps on va avoir besoin pour se relever, qui va être en charge. Donc, d'avoir un plan de réponse aux incidents, c'est extrêmement important. Et à l'intérieur de ce plan de réponse aux incidents-là, vous devriez avoir un playbook. Donc, si demain matin, vous avez une attaque de rançon, ça devrait être très clair qui s'en occupe parce que j'ai un partenaire, c'est qui mon assureur.
s'il y a un vol de données, qui on notifie, quelle autorité? Est-ce qu'on parle simplement de la Commission de l'accès à l'information au Québec? Est-ce qu'on a des données de citoyens européens? Est-ce qu'on a des données de citoyens américains, de citoyens dans l'Ouest canadien, etc.? Donc, d'être prêt à réagir, à notifier les bonnes personnes et à reprendre le contrôle. Donc, des organisations souvent dans lesquelles on intervient, qui n'ont pas de plan de réponse aux incidents, qui n'ont pas de diagramme de réseau, qui n'ont pas de diagramme de flot de données, ça va être extrêmement difficile. Votre plan de réponse aux incidents aussi, vous devriez avoir des copies physiques. Combien de fois j'ai intervenu avec une organisation qui avait un plan de réponse aux incidents, mais qui était encrypté dans l'attaque de rançon, donc c'est pas plus utile. Donc, gardez-vous des copies de ça et assurez-vous de le faire tester. L'autre chose qui est important au niveau des plans de réponse aux incidents, c'est faites des simulations. C'est facile de se dire, on a un plan, on le met de côté. 1 à 2 fois par année au minimum, vous devriez faire ce qu'on appelle des tabletop exercises, de réunir les gens concernés, votre comité de sécurité, de s'assurer de simuler une attaque et d'en voir le déroulement. Et d'ailleurs, vous pouvez mandater des firmes pour vous assister dans ces exercices-là. C'est très important. On a parlé de l'ingénierie sociale. Évidemment, l'hameçonnage reste un des vecteurs les plus importants, là, puis on a pris la peine de vous montrer un peu les catégories. Je pense qu'on parle toujours d'hameçonnage. Tout le monde sait c'est quoi de l'hameçonnage, mais on a différents types d'hameçonnage. 96% des attaques présentement, selon les statistiques. Puis là, ça varie. Là. Il y a des études qui disent 80, d'autres 96, 75. On s'entend que la grande majeure partie des attaques, la première étape vient très souvent d'un courriel d'hameçonnage. On a le fameux spear phishing qui va cibler des entreprises, des individus très précis au sein d'une entreprise. Donc, le contenu va être personnalisé. Là, on parle ici de scénario d'ingénierie sociale. Je vais vous donner un exemple. On est loin là, des courriels d'UPS ou des fameux courriels pleins de fautes d'orthographe. Si demain matin, on réplique le portail interne d'une entreprise puis qu'on envoie un courriel aux employés pour dire, écoutez, on a un problème avec le système de paye, vous devez vous connecter pour nous donner vos heures pour qu'on vous paye. Vous allez voir que les taux de participation, quand on amène de l'ingénierie sociale dans les scénarios, souvent on est capable, lors de simulations, de piéger au-dessus de 65-70% des employés. Donc, le spear phishing est très difficile à contenir. Heureusement, il y a des technologies qui permettent de détecter ces scénarios d'ingénierie sociale. Puis je vous dirais qu'une des choses la plus importantes pour le phishing, pour l'hameçonnage, c'est la sensibilisation. Mais aujourd'hui, c'est également d'avoir des technologies sophistiquées qui nous permettent de détecter ces scénarios-là plus poussés. Souvent, on va voir également des méthodes d'évasion. Donc, c'est facile là, pour les attaquants d'évader les systèmes de défense, les anti-spam, les anti-pourriels qui sont un peu plus datés, ne répondent plus nécessairement à la réalité d'aujourd'hui. Ça prend des systèmes qui vont être capables de détecter et de suivre tout le chemin qu'un utilisateur prendrait lorsqu'il reçoit un courriel. Exemple simple, on envoie un courriel avec un PDF. Dans le PDF, il y a un lien. Le lien mène sur un site Internet. Le site Internet usurpe les identifiants de la personne. Il faut être capable, il faut que la technologie puisse être capable de faire tout ce cheminement-là en amont pour savoir, oui, est-ce que c'est un bon courriel ou un courriel frauduleux. Et idéalement, vos utilisateurs ne devraient pas avoir à dealer avec un haut volume d'hameçonnage. Si c'est le cas, revisez les contrôles technologiques que vous avez présentement. On a également rapidement le fameux dark web. Donc, le but de l'hameçonnage, c'est de voler, principalement, là, le but de l'hameçonnage, c'est de voler des identifiants. OK? Donc, vos identifiants, c'est l'information numéro 1 que les attaquants veulent présentement. Malheureusement, il y a déjà énormément d'informations de disponibles. Donc, présentement, présentement, le web caché ou le fameux dark web permet de communiquer et de partager cette information-là
en gardant un semblant d'anonymat, là. Donc, pour les entreprises, c'est une grande menace. Vous devriez aujourd'hui, en 2023, à chaque année, faire une analyse du dark web, faire une analyse de votre surface d'attaque dans le dark web, parce qu'on parle souvent, lors d'analyse de dark web, souvent on vise à trouver vos mots de passe, des identifiants, etc. Mais on a des journaux de session qui contiennent ces informations-là. On a les blogs et les forums de rançongiciel qui publient régulièrement de l'information sur des organisations qui ont été attaquées. Si vous étiez un partenaire, un client, un fournisseur d'une organisation qui a été victime d'une attaque de rançon, les chances sont fortes que votre information se situe également dans le dark web. On a les fameux marchés clandestins transactionnels du dark web où est-ce qu'on peut acheter des listes de victimes, où est-ce qu'on peut acheter n'importe qui peut acheter un kit pour faire des attaques de rançon. Vous l'avez vu, là, je pense, dans plusieurs probablement articles ou même dans les films, là, donc les fameux marchés clandestins comme The Silk Road, tout se trouve, trafic humain, armes, etc. Mais c'est une source énorme d'informations aussi pour les attaquants. Et on est capable souvent de voir des données sur votre entreprise, même ça peut être d'utiliser des domaines de l'organisation qui sont mal configurés pour pouvoir faire des attaques de rançon, chercher des plugins de vos Content Manager System là, qui gèrent vos sites Internet qui sont expirés. Donc, c'est pas juste de trouver vos identifiants, c'est vraiment d'examiner la surface d'attaque. Est-ce que vous avez des machines qui sont exposées sur des sites comme Shodan? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus ciblées dans votre organisation? Est-ce qu'il y a des failles déjà connues? Tout ça, vous devez d'avoir une vue d'ensemble sur le dark web au moins une fois par année. Faites une analyse complète. Ça va vous permettre de mettre en place certaines mesures de rémédiation. Une autre façon qui est croissante, mais qui est quand même une vieille façon, là, c'est tout ce qui est les impôts stealers présentement. Euh, une des bonnes pratiques, je vous dirais, c'est ne sauvegardez pas vos mots de passe et vos noms d'utilisateurs dans vos logiciels, dans vos navigateurs tels que Chrome, Edge, Safari, Firefox. Les infos stealers, c'est une technologie, c'est un logiciel malveillant, là, si on veut, que beaucoup d'attaquants utilisent pour aller chercher dans vos navigateurs ces informations-là. Souvent, c'est une porte d'entrée dans le système de la victime pour aller désactiver plus tard ses antivirus ou ses protections pour pouvoir rentrer. C'est pas quelque chose qui est nouveau, un info stealer, c'est juste quelque chose qui est populaire présentement, qui a en fait toujours été populaire, mais qui ressort beaucoup. Des exemples de ça, on a Redline, Raccoon, Vidar. Donc, il suffit juste de cliquer sur un lien pour installer le logiciel sur votre navigateur. C'est répandu dans Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, tous les réseaux sociaux. Donc, soyez prudents par rapport à ça, mais encore là, on revient un peu comme au but de l'hameçonnage, qui est de voler vos identifiants. On peut aller dans le dark web, trouver des identifiants. On peut utiliser des impôts stealers pour trouver des identifiants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est assez facile, je vous dirais, là, pour un attaquant d'avoir une porte d'entrée. Lorsqu'on fait des analyses là, au niveau de la surface d'attaque, c'est pas rare qu'on va avoir plusieurs portes d'entrée sur une organisation. Donc, je reviens, une des très bonnes pratiques à mettre en place si vous ne le faites pas déjà, faites faire une analyse du dark web, puis mettez en place des contrôles pour pour empêcher le plus possible de vol d'identifiants dans vos organisations. On a parlé un peu plus tôt des rançongiciels. Donc, les groupes cette année qui connaissent le plus de succès en 2023, Lockbit, Black Cat et Club, trois groupes connus dans notre industrie, donc qui procèdent à des techniques de triple extorsion, fuite de données, encryption, attaque au niveau de délit de service. Donc, on en a parlé. Je ne vais pas revenir sur le rançongiciel. Je vous dirais que ce qui est important en 2023, c'est d'avoir une veille sur vos systèmes là, 24 heures sur 24. Donc, utiliser des technologies qu'on appelle XDR ou EDR
Ceux qui sont familiers dans l'industrie connaissent très bien ça. C'est un peu en fait, ce sont des technologies de détection et de réponse qui vont nous permettre de voir des comportements anormaux et de détecter des menaces, des vulnérabilités en temps réel dans vos systèmes. Donc, c'est important là, que vos postes de travail, vos serveurs soient munis d'une technologie comme ça, mais c'est pas suffisant. Ça prend vraiment une équipe qui va être capable d'analyser les alertes 24 heures sur 24 parce que quand on parle d'attaque de rançon, l'attaque de rançon en tant que telle, c'est vraiment la dernière étape de ce qu'on appelle dans notre industrie le kill chain. De façon générale, là, en moyenne, les attaquants sont 180 jours dans vos systèmes avant de faire une attaque de rançon. Là, on parle peut-être plus dans la grande organisation ou dans la moyenne entreprise, mais c'est pas vrai que quand vous arrivez un lundi matin et que votre organisation elle est complètement paralysée, que c'est arrivé le samedi soir ou le dimanche soir, souvent, on néglige les indicateurs de compromis des mois en avance. Il y a des signes précurseurs, puis si vous n'avez pas de visibilité, vous ne les verrez pas, ces signes précurseurs-là, mais des technologies comme le XDR ou cette surveillance-là va nous permettre de détecter ces signes-là au balbutiement d'une attaque. Généralement, les attaquants vont rentrer dans vos systèmes, vont s'escalader des privilèges, vont se déplacer latéralement, vont prendre le contrôle de vos courriels, vont peut-être même en prendre vos courriels pour contaminer d'autres de vos partenaires, vont extraire votre information, vont étudier votre information, vont même savoir combien d'argent vous avez de disponible pour payer la rançon. Une fois qu'ils vont avoir toute cette information-là, là, on va lancer l'attaque de rançon qui est en réalité la dernière étape. Eux sont déjà passés dans 4, 5, 6, 7, 8, 9 autres organisations en utilisant même peut-être vos propres systèmes. Donc, c'est important aujourd'hui d'avoir une visibilité en temps réel et d'être capable de bloquer ces intrusions-là ou de minimiser l'impact lors de vulnérabilité 0 jour avec de vraies technologies. Autrement dit, si vous avez encore un antivirus traditionnel à base de signature, sans rentrer dans les détails, ce n'est plus suffisant. Les attaquants vont certainement être capables de contourner ces systèmes de défense-là. On a dit, on l'a dit un peu plus tôt, là, 265 milliards de dollars américains d'ici 2031. C'est énorme et puis ça ne devrait pas, on ne devrait pas laisser autant de contrôle aux attaquants là, par rapport aux attaques de rançon. Si on regarde l'impact, ben, le coût moyen d'une brèche, c'est 5,1 millions de dollars en 2023. Souvent, on néglige, là, on pense que, bon, on a l'attaque de rançon, on a le coût de la rançon, évidemment, mais on a la perte de réputation, les litiges potentiels avec nos fournisseurs, nos tierces parties, les données qu'on s'est fait voler. C'est pas rare là qu'on voit même des organisations fermer leurs portes suite à des attaques de rançon dans les mois qui vont suivre. On a les arrêts d'opération. On parle ici de payer souvent les employés pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines sans qu'on puisse livrer des services. C'est vraiment, vraiment dommageable pour une organisation. Et puis, seulement 59 des organisations récupèrent leurs données. Donc, c'est une question qu'on se fait toujours poser. Est-ce qu'on devrait payer une rançon? Premièrement, on ne devrait jamais être dans une position de payer une rançon. Assurez-vous de réviser vos stratégies de sauvegarde de données. Assurez-vous de ne pas sauvegarder vos données dans votre domaine, d'avoir des différents types de sauvegarde de données. Faites tester vos sauvegardes de données. Assurez-vous qu'elles soient bien isolées parce que les attaques de rançon visent les sauvegardes de données aujourd'hui. Et puis, une autre chose, c'est facile de sauvegarder des données, mais c'est complètement, c'est une autre chose que de les restaurer. Donc, assurez-vous de faire des tests. Combien de fois on intervient dans des organisations qui ont une bonne stratégie de sauvegarde de données,
mais à quelque part, il y a soit une mauvaise configuration ou un bris d'équipement ou quelque chose qui fait en sorte que lorsqu'on en a besoin, on n'est pas capable de les récupérer, on n'est pas capable de les restaurer dans nos systèmes. Donc, faites le test absolument une fois par année, 2 fois par année. Vérifiez que vos sauvegardes de données fonctionnent et qui peuvent être utilisées dans le cas d'un désastre ou dans le cas d'une attaque de rançon. 56 des organisations qui vont utiliser, qui vont payer la rançon, là, 56 des organisations risquent une réinfection pendant la période de restauration des données. C'est évident, comme je vous le mentionnais, les attaquants sont là en amont, sont là plusieurs semaines, plusieurs mois en avance. Donc, vos sauvegardes de données contiennent également des logiciels malveillants, etc. Donc, c'est important de s'assurer de bien nettoyer ces données-là avant de les restaurer dans vos systèmes. Et puis, comme je vous dis, ben, c'est pas parce que vous payez une rançon que vous allez avoir accès à vos données. Là, comme on dit, 59 des victimes les récupèrent. Et puis, lorsque vous payez une rançon, ben, les attaquants d'ordre général vont le publier là, sur les réseaux sociaux, dans le dark web, etc. Donc, vous êtes une cible. Une fois que vous avez payé une rançon, vous êtes une cible. Vous risquez de vous faire réattaquer. Assurez-vous de tester vos sauvegardes, assurez-vous d'avoir des bonnes technologies de détection. Assurez-vous surtout aussi de mettre à jour vos systèmes de façon, euh, pas de façon ad hoc. Ça, c'est un des autres grands risques dans notre industrie, là, c'est tout ce qui est les stratégies de mise à jour de nos systèmes. Souvent, dans la petite entreprise, la petite entreprise va faire affaire avec un tierce parti, une firme TI, quelqu'un à l'interne, puis on va y aller un peu au jour le jour dans notre mise à jour d'infrastructure. C'est extrêmement important d'avoir un programme de gestion des mises à jour avec une fréquence, puis une stratégie, puis de s'assurer que nos systèmes. Parce qu'avec l'hameçonnage, le dark web, les erreurs de configuration, les attaques de chaîne d'approvisionnement, les risques de tierces parties, je vous dirais que les mises à jour, les systèmes qui ne sont pas mis à jour, qui contiennent des vulnérabilités déjà identifiées, c'est définitivement la porte d'entrée la plus facile pour un attaquant. Ils n'ont même pas de travail à faire. On l'a vu avec des gros noms comme Microsoft au niveau de Exchange. On en a vu avec plusieurs noms. Je ne commencerai pas à nommer là, tout le monde, mais c'est pas parce que c'est une grande entreprise qui vous fournit le service qu'il n'y a pas de vulnérabilité dans leur système. Assurez-vous d'avoir une stratégie qui va continuer ça. Maintenant, si on parle rapidement au niveau des systèmes infonuagiques, ça, ce qu'on voit ici, c'est le top 10 des menaces au niveau du cloud. On en parlait tantôt. Est-ce que le cloud est plus sécuritaire? Absolument pas. Est-ce que le cloud permet de scaler de la business? Absolument. Est-ce que ça nous permet d'être plus efficace, de mieux gérer nos coûts, d'être plus agile en affaires, de se conformer à des lois et des normes en matière de protection des renseignements personnels, hein, avec la localisation des données, etc. Oui. Cependant, on a sensiblement les mêmes vulnérabilités qui se retrouvent au niveau de l'info nuagique et même plus. Donc, en première position, on a la gestion inadéquate des identités des accès. Donc, souvent, on met en place des serveurs, des applications dans le cloud, mais on ne gère pas qui a accès. Donc, d'avoir une vue sur ça, une stratégie, des outils pour gérer les accès, c'est extrêmement important. Interface et API non sécurisées. Encore une fois, je ne rentrerai pas dans les détails, je ne veux pas rentrer dans des détails trop techniques, mais on se connecte à plusieurs systèmes, OK, souvent avec des API. Ben, il peut avoir des vulnérabilités dans les API. C'est important de faire vos tests d'intrusion, vos scans de vulnérabilité, vos revues de configuration. En troisième lieu, ici, on parle un peu de la même chose, erreur de configuration. Donc, on peut toucher à ça pendant ces analyses-là. Là, mais de façon régulière, vous devriez avoir des scans de vulnérabilité, faire vos tests d'intrusion, mais tout ça devrait en réalité faire partie d'un programme de gestion des vulnérabilités. Donc, à quelle fréquence on le fait? Avec quel outil on le fait? Est-ce qu'on a une équipe qui analyse ça, qui va enlever, adresser les faux positifs, etc.? Ça vous prend vraiment une stratégie
On appelle ça un programme de gestion des vulnérabilités. À l'intérieur de ça, on va tester l'entièreté de vos infrastructures, autant du cloud que vos réseaux externes, que vos réseaux internes, que vos IoT, etc., etc. Donc, le plus important, selon moi, à haut niveau, le 4 et le 5, absence d'architecture de sécurité et de stratégie infonuagique. Quand vous faites une migration vers le cloud, quand vous déployez des produits vers le cloud, quand vous devez avoir la sécurité doit faire partie du design. C'est pas après que vous ayez déployé vos outils dans le cloud que c'est le temps de sécuriser. Ça doit faire partie de l'architecture initiale, de la stratégie initiale. On dit sécurité by design, privacy by design. Dans notre industrie, c'est la même chose. Numéro 5, développement de logiciels non sécurisés. Lorsque vous développez des logiciels, c'est la même chose. C'est pas une fois que le logiciel est développé que vous devez regarder est-ce qu'il est sécuritaire. On le voit beaucoup avec des organisations qui lancent des nouveaux sites web, des portails, des applications web, des applications mobiles. Cette sécurité-là doit être intégrée dans le cycle de développement du logiciel au tout début. Et puis, vous devriez avoir de l'analyse de vos codes. On appelle ça du static testing, du dynamic testing, mais ça doit être à même le développement et non par la suite. Donc, on veut tester contre les menaces principales de sécurité applicative. Si vous voulez vous informer encore plus, vous pouvez aller voir OWASP, OWASP, qui est le top 10 des menaces par rapport au développement de logiciels. Mais normalement, vous devriez avoir une politique de développement sécuritaire. Vous devriez avoir des contrôles en place qui vous permettent tout au long du développement d'assurer la sécurité. Et vous allez sauver énormément d'argent parce que quand on investit des millions de dollars dans une application, dans un produit, qu'on le lance, qu'on réalise qui n'est pas sécuritaire puis qu'il faut revenir en arrière, l'impact est beaucoup plus haut que si vous l'intégrez à même le développement de l'application. OK? Ressources de tierces parties non sécurisées, même chose au niveau du cloud. Si vous donnez accès ou vous faites affaire avec des compagnies tierces, qui gèrent vos systèmes, etc., puis que vous leur demandez pas d'informations sur leur posture de sécurité, ben c'est un risque pour votre entreprise. Donc, assurez-vous de vérifier la sécurité, du moins d'avoir un bon processus de gestion de risque au niveau des tierces parties qui va adresser également vos actifs informationnels infonuagiques. Les vulnérabilités des systèmes infonuagiques, c'est comme les vulnérabilités des réseaux, des applications, etc. Ça vous prend un programme de gestion des vulnérabilités à haute échelle où est-ce qu'on va tester. Pour une grande entreprise, ça peut être très complexe parce qu'on en a des systèmes. Pour une PME, on n'a aucune excuse de ne pas avoir des scans de vulnérabilité ou de ne pas tester nos produits. On le sait, c'est quoi qui est important pour nous, c'est critique. Donc, dites-vous qu'il y a autant de vulnérabilités dans vos systèmes infonuagiques qu'il y en a dans vos réseaux d'entreprise ou dans vos produits que vous développez. En 8e position, la divulgation accidentelle de données. Ben, écoutez, 50% des incidents ou des attaques, je dirais des incidents sont accidentels. OK? Donc, un incident de sécurité, c'est pas juste une cyberattaque. Aujourd'hui, avec la loi 25, ça devient de plus en plus important. Un incident de sécurité pourrait être simplement quelqu'un qui envoie un courriel avec une liste ou un document qui contient des données personnelles à la mauvaise personne. Il faut être capable d'avoir une visibilité là-dessus. N'oubliez pas que, d'ailleurs, pour la loi 25, vous devez tenir un registre de ces incidents-là et être en mesure de notifier les citoyens qui ont été touchés ainsi que la Commission de l'accès à l'information. Donc, assurez-vous d'avoir une bonne visibilité sur vos données en partant. C'est ça qui va vous permettre de détecter s'il y a eu des incidents ou des accidents. Mais ici, on ne parle pas juste de cyberattaque. On a déjà parlé de l'exposition des tierces parties. Peut-être une dernière vulnérabilité avant de prendre 5 minutes là, au niveau des bonnes pratiques. Dernière grande vulnérabilité de notre industrie, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Présentement, on a une croissance d'employés dans notre industrie d'environ 11%, OK? Mais il reste environ 3,5 millions d'emplois à combler
Le salaire moyen pour les emplois de cybersécurité au Canada est de 82 000 $. Il faut ajouter les avantages sociaux, le temps, les équipes l'équipe de recrutement, le cycle de vie. Là, je ne parle pas de la vie de la ressource elle-même, mais la durée de temps. Les gens ne restent plus en poste. OK? Donc, durée moyenne en poste, 24 à 48 mois. Sincèrement, je dirais plus que c'est du 12 à 24 mois. Les chefs de sécurité changent d'emploi régulièrement. Puis ici, on parle de chefs de sécurité, mais en réalité, ça touche à toutes les ressources dans le domaine, dans l'industrie de la sécurité. Donc, c'est une vulnérabilité en tant que telle. On a besoin de plus de ressources. Je pense qu'au Québec, on a une très belle, très, très belle relève. Euh, par contre, il faut être conscient là, que ça devient très difficile pour des organisations en région, pour des PME un peu, tu sais, d'attirer ces ressources-là. La PME fait un peu compétition à la grande entreprise qui ont des packages peut-être plus attrayants ou tout ça. Donc, c'est la réalité. Si vous avez besoin de ressources, ben c'est difficile présentement à trouver. Est-ce que ça va changer? Je crois certainement c'est une très belle opportunité pour nos jeunes, pour vos enfants, pour tout le monde. C'est une industrie qui est phénoménale avec un potentiel incroyable. Donc, je suis convaincu là, que ça va se corriger dans les années, mais pour le moment, c'est une grande vulnérabilité dans notre industrie. Les pratiques à adopter, bien, on a parlé de sensibilisation. Assurez-vous d'avoir un programme de sensibilisation pour tous les employés. On a parlé d'un plan de gestion de risque au niveau de vos tierces parties. On a discuté déjà de faire vos tests d'intrusion sur les réseaux, sur les applications critiques, extrêmement important, annuel, pas une fois par 4 ans ou une fois par 3 ans. Faites au moins votre réseau externe à toutes les années, peut-être votre réseau interne à tous les 2 ans. Intégrer à ça une stratégie de la gestion des vulnérabilités. Réviser les accès, combien de fois on rentre dans les organisations, puis il y a des employés qui travaillent plus là depuis 1 an qui ont toujours accès à une stratégie de la gestion des accès. On a parlé de réviser vos stratégies de sauvegarde de données, extrêmement important. Sécurité avancée pour vos courriels, vos outils de collaboration. Si vous êtes toujours avec des anti-courriels, des anti-spam, des technologies plus datées, considérez améliorer ce contrôle-là. C'est un des plus importants, puis c'est un des vecteurs principaux pour qu'on puisse vous attaquer. D'avoir une surveillance 24/7 de tous vos postes avec une technologie XDR extrêmement importante. Il y en a plusieurs, il y a beaucoup d'études là-dessus. C'est facile de s'informer. Ce qui est important ici, c'est assurez-vous que ça soit géré par une équipe en continu. Appliquer la double authentification, on n'en parle jamais assez, vos courriels, vos VPN, toute application critique à la mission de l'organisation, même si c'est une application qui est legacy, vous devriez trouver des façons de déployer du MFA. Utiliser des outils qui permettent l'échange sécuritaire d'informations sensibles. On a un bel exemple avec Secure Exchange, qui est une entreprise québécoise qui vous permet d'échanger de l'information de façon confidentielle, de boîte à courriel à boîte à courriel. Allez vous informer, mais c'est très important. Mise à jour de tous vos systèmes, plan de réponse aux incidents, extrêmement important. Et ça, c'est à faire aujourd'hui. Et si vous ne savez pas par où commencer, bien évidemment que de faire une analyse de votre posture de sécurité afin de mettre en place un plan d'action, c'est important. Mais si vous n'avez pas de surveillance aujourd'hui, puis vous n'avez pas des contrôles clés, bien peut-être que vous pouvez commencer par ça pour stabiliser votre entreprise, puis par la suite, vous asseoir avec des experts, puis faire une analyse complète de votre posture va être une solution. Et je ne vous le répéterai pas assez, si vous n'avez pas de partenaire en sécurité, c'est le temps de vous en trouver un. Il y a une forte croissance, il y a une très grande demande sur les MSP présentement. Là, on dit un MSP, c'est un MSSP, Managed Service Security Provider. Donc, des fournisseurs de services gérés sont très en demande. Trouvez-vous des partenaires, développez des stratégies. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avec un partenaire de sécurité de façon à accélérer votre transformation en sécurité. Sur ça, il est 11h59. Je sais que j'ai parlé vite, il y avait beaucoup de contenu, mais je veux vous remercier. On est toujours 358 personnes en ligne présentement. Je vous remercie de votre participation. Sachez que
toutes les questions, vous pouvez les écrire dans le Q&A. On va prendre la peine de répondre à chaque question si vous nous donnez une façon de vous répondre. Donc, n'oubliez pas de vous donner votre courriel ou ça peut être n'importe quel le courriel pour qu'on puisse vous renvoyer. Quelqu'un de nos équipes et moi également, on va répondre à toutes les questions. Je vous souhaite un beau mois de novembre. Et puis, je vous remercie infiniment pour votre participation. On reste disponible si vous avez des questions. Donc, bonne journée à tous. Et ceci conclut notre webinaire sur la cybersécurité. Merci.